Hey everyone, it's Danny Haifong here inside. Salut à tous, c'est Danny Haifong. Je ne peux pas faire de direct, mais je voulais vous donner une nouvelle mise à jour sur la situation de guerre entre Israël et l'Iran. Je serai de retour en direct très bientôt, alors restez connectés pour cela. Commençons par les dernières informations. Le camp d'Ayan, l'école de renseignement militaire d'Israël, a été visé par des missiles de nouvelle génération en provenance d'Iran, et le siège du Mossad a également été ciblé. Les services de renseignement américains estiment que parmi les cibles figuraient des aérodromes israéliens, mais aussi, et c'est crucial, le siège du Mossad, le service de renseignement international d'Israël, qui se trouve à l'intérieur de Tel Aviv. Il est situé dans la partie nord de Tel Aviv, mais reste dans la ville, dans une zone densément peuplée. Bien sûr, la préoccupation est que, même si l'Iran considère cela comme une cible militaire, cela se trouve dans une ville densément peuplée. À présent, il est difficile de vérifier les dégâts, car Israël mène actuellement une campagne de censure extrêmement stricte et profonde. Mais selon les rapports, voici ce que nous savons. 4 missiles ont visé le siège du Mossad, près du camp Gilak. Nous avons des informations selon lesquelles des missiles sont tombés à 600 à 1000 mètres du siège réel, donc il n'y a pas eu de frappe directe. L'un a touché près d'une route, un autre a frappé des installations du camp Herzog, un troisième a touché une station de traitement des eaux, et le quatrième a frappé un immeuble de grande hauteur. Bien que ces frappes n'aient pas été aussi précises que beaucoup de celles de l'Iran, la grande nouvelle ici est qu'Israël n'a pu en détecter aucune, ce qui indique que l'Iran utilise des armes et des missiles plus avancés dans ses dernières frappes, même s'ils sont moins nombreux. Ainsi, l'Iran a également déclaré avoir mené environ 550 opérations de drones depuis le début de l'opération Vraie Promesse 3, soit plus de 100 par jour. Et ils ont réussi, grâce à ces opérations de drones, à détruire un système de défense aérienne israélien à longue portée. Des rapports indiquent également qu'un autre F-35 a été abattu au-dessus de l'Iran, un F-35 piloté par Israël. Nous voyons aussi des fragments de missiles dans le nord d'Israël. Un autre développement important est que de plus en plus, nous constatons l'échec des intercepteurs de la défense aérienne israélienne. Ils sont en train de s'épuiser. Des vidéos en témoignent, et cela pourrait expliquer pourquoi il y a une panique généralisée au sein du gouvernement israélien, ainsi qu'au sein du gouvernement des États-Unis, quant à la manière de réagir rapidement à cette situation. Nous attendons encore une confirmation sur le niveau d'avancement de ces armes utilisées par l'Iran. Mais il est tout à fait clair que l'Iran a déclaré qu'il allait continuer à monter l'échelle de l'escalade, utiliser ses armes hypersoniques les plus avancées au cours de ce conflit, et qu'il est prêt pour une guerre longue. Tel Aviv reste sous de lourds tirs, malgré le fait que ses frappes de missiles deviennent moins nombreuses. Toute la ville de Tel Aviv est pratiquement à l'arrêt. Les habitants de Tel Aviv doivent constamment et régulièrement aller et venir dans les abris anti-bombes. En réalité, l'Iran, à travers l'opération Vraie Promesse 3, a neutralisé cette capitale en tant que centre viable de toute activité, en particulier économique. Ce sont donc des développements importants qu'il faut noter. L'Iran a affirmé qu'il poursuivrait sa campagne de missiles, que ce n'est en réalité que le début. Et il a rejeté tous les rapports provenant des médias grand public occidentaux et des médias israéliens, selon lesquels ces systèmes de missiles seraient en train de s'épuiser. Il existe de nombreuses théories sur les raisons pour lesquelles l'Iran a décidé de réduire l'ampleur de ses frappes. Certains affirment qu'il s'agit d'une guerre psychologique, qu'il cherche à endormir Israël. D'autres pensent qu'il pourrait préparer des opérations plus importantes, des opérations imprévisibles, qui frapperaient durement les centres militaires et de renseignement israéliens, et qu'ils essaient de suivre un schéma imprévisible afin que les systèmes de défense aérienne israéliens soient non seulement épuisés,
mais aussi désorientés, et que l'armée israélienne soit incapable de prévoir leurs prochaines actions. Tout cela est donc très plausible, bien sûr, et tout à fait compréhensible. Cependant, il existe ici des dangers qui s'intensifient. L'un des dangers auxquels l'Iran est confronté n'est pas seulement les pertes civiles qui ont touché le pays, mais aussi le fait que l'Iran semble avoir du mal à contrer l'infiltration du Mossad, ainsi que des services de renseignement et de l'armée israélienne au sein des plus hauts échelons de ses canaux militaires. Selon les médias israéliens, bien que cela n'ait pas encore été confirmé, Ali Shamdani, qui avait remplacé Ali Rachid, l'un des principaux chefs militaires iraniens, aurait été tué lors d'une frappe aérienne dans la nuit. Il s'agit donc probablement du plus grand danger auquel l'Iran est confronté à l'heure actuelle. Mais l'opération Vraie Promesse 3, semble-t-il, continue, étant donné que le début de ce conflit a vu Israël éliminer un grand nombre de hauts responsables militaires iraniens. Ainsi, ces frappes de décapitation n'arrêtent pas l'opération militaire globale de l'Iran, et ce dernier s'engage dans une guerre longue et continue avec Israël, et avec les États-Unis, si ces derniers devaient s'impliquer. Tel Aviv est donc pratiquement paralysé. Le renseignement militaire israélien, et le renseignement dans son ensemble, est désormais une cible de l'opération Vraie Promesse 3. Les missiles deviennent plus avancés, plus rapides, et on ne sait pas combien de missiles l'Iran possède, car l'Iran a parfois déclaré en avoir des milliers. Certains estiment qu'il y a 150 000 missiles de différents types et variétés. Cependant, quoi qu'il en soit, l'information la plus importante ici est que l'Iran est prêt à poursuivre cette opération et ne cherche pas la capitulation. Cependant, le Wall Street Journal a rapporté au cours des dernières 24 heures que l'Iran chercherait effectivement la capitulation, ce qui a été catégoriquement rejeté par le gouvernement iranien. Il y a donc eu beaucoup d'activités. Ces campagnes et opérations de missiles issues de la plus vaste opération Vraie Promesse 3 vont se poursuivre, et nous continuerons à en rendre compte ici. Maintenant, un élément majeur de tout cela, un développement important, a été le crime de guerre commis par Israël au cours des dernières 24 heures contre la société iranienne de radiodiffusion. Un ami de cette émission, Mohammad Marandi, participait en fait à une interview au moment où cette opération a eu lieu. Ainsi, la radio-télévision iranienne a été frappée par Israël. Une personne a été tuée. Une vidéo a circulé montrant une journaliste de la radio-télévision iranienne obligée de quitter les lieux au moment de la frappe, alors que la poussière et les débris envahissaient le bâtiment. Quelques minutes plus tard, une fois la poussière retombée, elle est revenue pour rendre compte de la situation. Cet acte a été salué en héros, non seulement en Iran, mais aussi dans une grande partie du monde, qui considère ces tactiques sordides non seulement comme un crime de guerre, mais aussi comme un acte totalement déplorable qui ne fait qu'aggraver l'image d'Israël dans le monde. Israël cible donc désormais les médias dans le cadre d'une opération de changement de régime, ce qui, comme vous vous en souvenez peut-être, est la même stratégie qui a été appliquée en Yougoslavie et en Libye, où les stations de médias étaient visées afin de couper la population des informations provenant de l'État ciblé. Cela crée un énorme fossé et conduit également à une opération psychologique qui équivaut essentiellement à une guerre contre la vérité. C'était donc l'une des frappes les plus importantes menées par Israël, à la fois la direction militaire qui subit à nouveau un coup, ainsi que les médias. En ce moment, il y a beaucoup de panique, tant en Israël qu'aux États-Unis. Les États-Unis participaient au G7. Donald Trump était au Canada, et il est parti brusquement pour Israël. Il a déclaré qu'après le dîner avec les dirigeants du G7, il allait partir pour des raisons évidentes. En même temps,
il a tweeté ou publié sur Truth Social que Téhéran devait évacuer immédiatement, que c'était une perte de vies humaines et que l'Iran ne pouvait pas avoir la bombe nucléaire. Il s'en est également pris à Tucker Carlson sur Truth Social. La situation était très chaotique et le brouillard de la guerre est incroyablement dense. Au même moment où Donald Trump publiait tous ces messages très incendiaires et menaçants sur Truth Social, les États-Unis avaient l'USS Nimitz, ainsi que d'autres destroyers, en route vers le Moyen-Orient. Nous avons également des groupes aéronavals et des ravitailleurs qui se dirigent vers la région, manifestement pour montrer que les États-Unis sont prêts à entrer et à participer à ce conflit à un certain niveau. Il y a actuellement beaucoup de débats sur le niveau d'implication qui sera choisi. Certains médias israéliens ont tenté d'annoncer que les États-Unis avaient effectivement participé à des frappes contre l'Iran, mais les États-Unis ont démenti ces informations. Les médias israéliens, tout comme les médias américains, ont également affirmé que les États-Unis finiront par entrer en guerre et que des préparatifs sont en cours à l'heure où nous parlons. Les États-Unis ont également rejeté cela dans une certaine mesure. Cependant, ce que les États-Unis n'ont pas rejeté, ce que Pete Hegseth a déclaré sur Fox News, c'est qu'ils se préparaient à défendre, entre guillemets, leurs intérêts dans la région au cas où l'Iran les attaquerait. Maintenant, le développement le plus important ici, et il y en a deux majeurs en ce qui concerne la situation désespérée des États-Unis, c'est que Donald Trump a déclaré qu'il cherchait plus qu'un simple cessez-le-feu. Il a rejeté toutes les affirmations, car certaines rumeurs circulaient, selon lesquelles il préparait une équipe pour, de manière urgente, discuter avec des responsables iraniens et organiser une rencontre entre Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Araghchi. Cela a été rejeté par Donald Trump lui-même, mais il a déclaré qu'il recherchait plus qu'un simple cessez-le-feu, ce qui a de nouveau suscité des inquiétudes quant à une implication plus directe des États-Unis dans cette guerre de changement de régime. Bien sûr, nous savons que les États-Unis fournissent un soutien logistique à Israël, qu'ils apportent toujours un soutien militaire à Israël. Et maintenant, la question est de savoir jusqu'où les États-Unis vont s'impliquer davantage. C'est une situation en évolution. Et dans un autre acte de désespoir, un autre acte qui, selon moi, montre la panique qui règne à Washington, Donald Trump a rejeté l'évaluation de Tulsi Gabbard lors de l'évaluation annuelle des menaces. Une position qu'elle maintient, à savoir que l'Iran ne construit pas d'armes nucléaires. Il a dit qu'il se moquait de ce qu'a dit Tulsi Gabbard. Et il va continuer à croire que l'Iran possède une arme nucléaire ou des armes nucléaires, et il va continuer à réagir en conséquence sur la base de cette désinformation, apparemment. Cela représente donc, selon moi, un énorme coup de projecteur, une mise en lumière de l'état de panique et de désespoir dans lequel se trouvent actuellement les États-Unis en essayant de gérer la situation. Il y a beaucoup de brouillard de guerre, beaucoup d'indécision, semble-t-il, et beaucoup d'incertitudes quant à la possible réponse des États-Unis. Voilà essentiellement où en est la situation à l'heure actuelle. L'Iran va poursuivre ses attaques de missiles. Il va veiller à ce que l'opération Vraie Promesse 3 se poursuive. Nous avons constaté que les systèmes de défense aérienne israéliens sont en train de s'épuiser et deviennent des cibles. Israël démontre qu'il n'a pas les capacités, bien qu'il continue de prétendre le contraire, de frapper de manière significative les installations nucléaires iraniennes. En revanche, il a bel et bien les moyens de terroriser les civils. Et il le fait. Il frappe désormais les médias. Globalement, malgré sa prétention à la supériorité aérienne, l'Iran mène des frappes de missiles en plein jour sur Israël, qui causent des dégâts, qui maintiennent l'ensemble d'Israël pratiquement en état d'alerte maximale.
et cela perturbe la capacité du soi-disant État d'Israël à fonctionner comme une société. Je pense que cela fait partie de la guerre d'usure menée par l'Iran et de ce qu'il espère accomplir à mesure que l'escalade se poursuit. L'Iran considère ce conflit comme une guerre longue. Il ne le voit pas comme une guerre courte. Il constate que l'escalade est en grande partie gérée par les actions des États-Unis. Et cela déterminera en grande partie la manière dont l'Iran pourra répondre et ce que l'Iran devrait faire. Nous allons devoir rester attentifs à tout cela. Du côté américain, cependant, alors que nous voyons les humiliations s'accumuler, que les systèmes de défense aérienne israéliens échouent, que les missiles iraniens continuent d'être lancés sur le territoire israélien, et que nous constatons non seulement des victimes, car l'Iran ne cherche pas à faire un grand nombre de victimes, mais aussi que les cibles deviennent de plus en plus significatives, tant sur le plan symbolique que sur leur impact réel. Nous voyons désormais les États-Unis et Israël s'empresser de se préparer à une guerre plus vaste. L'Iran affirme y être prêt. L'Iran a déclaré qu'il était prêt à cibler des intérêts dans toute la région si les États-Unis s'impliquaient davantage. Nous allons donc devoir attendre de voir. À mon avis, ce serait une catastrophe pour l'administration Biden de s'engager pleinement dans cette guerre. Et toujours selon moi, puisque les humiliations ont déjà eu lieu, puisque Israël a déjà connu l'un des moments les plus humiliants de son histoire tant vantée, mais aussi terrible, génocidaire et colonial, il y aurait, dans bien des cas, une réaction immédiate des États-Unis si ceux-ci étaient en meilleure position et se sentaient confiants. Rappelons que les États-Unis n'attendent pas, ne patientent pas, ne réfléchissent pas de manière stratégique. Lorsqu'ils sont en mesure de frapper immédiatement et avec une force majeure, ils le font. En fait, beaucoup de personnes, même dans les médias occidentaux traditionnels, sur Fox News et ailleurs, des gens comme Steve Bannon, ont laissé entendre que les États-Unis sous Donald Trump auraient probablement déjà frappé. Maintenant, je ne vais pas sous-estimer la capacité des États-Unis à commettre d'horribles crimes de guerre, à entrer dans ce conflit et à infliger de lourds dégâts à l'Iran. Mais il semble que l'hésitation que manifestent actuellement les États-Unis sous Donald Trump s'explique par le fait qu'il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Premièrement, si les États-Unis s'engagent pleinement dans cette guerre, ils ont le potentiel de détruire, et je vais le dire très clairement, détruire le système économique mondial, l'économie mondiale. Nous allons connaître une récession. Nous verrons les prix du pétrole atteindre des niveaux que nous n'avons pas vus depuis des générations, voire jamais. Nous assisterons à une calamité économique et nous verrons une chute de la confiance et de la légitimité publique aux États-Unis et dans le monde entier, aux États-Unis en général. C'est une situation que Donald Trump aura du mal à gérer et à maîtriser à un stade aussi précoce de son administration. Bien sûr, les faucons de guerre contre l'Iran, des gens comme Lindsey Graham, ne s'en soucient pas. Ils voient en ce moment une opportunité d'agir aussi rapidement et aussi violemment que possible pour provoquer un changement de régime. Ils regardent l'ayatollah Ali Khamenei. Ils le considèrent comme la tête du serpent. Ils veulent le tuer. Ils veulent l'assassiner. Ils veulent envoyer un message au peuple iranien selon lequel leur gouvernement, leur système politique, n'est pas seulement menacé, mais va être détruit de façon imminente. C'est donc de la terreur psychologique. C'est du terrorisme. Nous voyons Israël commettre des actes de terrorisme au cours des dernières 24 heures. Ils se sont beaucoup concentrés sur la détonation de voitures piégées et agissent de manière à frapper au cœur du peuple iranien, de façon à envoyer le message qu'ils devraient avoir peur et que cette peur devrait les pousser à vouloir détruire le gouvernement iranien, à le renverser.
Or, il semble que le peuple iranien ne soit pas intéressé par cela. Nous ne voyons aucune preuve de manifestation ou d'activité de révolution de couleur en Iran. Cela indique probablement que le peuple iranien, au minimum, se rassemble autour du gouvernement actuel en temps de guerre. Cela a toujours été probable. Le peuple iranien subit depuis des décennies des sanctions, des menaces de guerre et des conflits réels. Rappelez-vous qu'après la révolution iranienne de 1969, la guerre Iran-Irak a éclaté immédiatement. Les États-Unis ont soutenu. Certains disent que les États-Unis ont soutenu les deux camps, mais ils ont envoyé des armes de destruction massive au gouvernement irakien. Cela a entraîné d'horribles pertes et de lourds bilans des deux côtés. Mais cela s'est produit juste après la révolution iranienne de 1969. Et l'Iran en est sorti, a réussi à se reconstruire et a continué de développer sa société malgré les sanctions. À l'heure actuelle, l'Iran, tant son peuple que son gouvernement, montre qu'il ne se soumet pas. Il ne capitule ni devant Israël, ni devant les États-Unis. Et en ce moment même, les États-Unis réfléchissent à la possibilité de s'impliquer davantage. À quoi cela pourrait-il ressembler? Eh bien, j'ai déjà dit dans cette émission que les États-Unis se trouvent dans une situation délicate. En envoyant leurs destroyers, leurs porte-avions, leurs ravitailleurs, etc., dans la région, ils doivent prendre en compte le fait que l'Iran retient peut-être ses coups pour l'instant, car il réserve ses armes les plus avancées et ses stocks de missiles les plus efficaces pour le cas d'un conflit plus large et plus important. Cela pourrait donc signifier que les États-Unis doivent prendre en compte ce qui se passerait si des F-16 ou F-35 américains ou tout autre appareil, l'USS Nimitz et d'autres destroyers de la marine, étaient pris pour cible par l'Iran via ses systèmes de défense aérienne ou ses missiles hypersoniques avancés. Car si les États-Unis perdaient ne serait-ce qu'un seul de ces équipements lors d'un conflit, ce serait une scène incroyablement dommageable et un coup porté à l'exceptionnalisme américain. Les cercles dirigeants, l'establishment de la politique étrangère, voudront probablement aller plus loin dans l'escalade. Et cela pourrait signifier une situation de guerre potentiellement nucléaire, où les États-Unis envisageraient de larguer une bombe nucléaire sur l'Iran. Compte tenu de ce danger, car si les États-Unis s'engagent sur cette voie, ce serait la fin de Donald Trump. Cela pourrait déclencher et provoquer des troubles généralisés aux États-Unis et dans le monde entier. Tout cela est extrêmement dangereux pour les États-Unis. Sans parler du fait que l'armée américaine est épuisée. Ses systèmes de défense aérienne sont à bout de souffle. Ils ont utilisé une grande partie de leur armement et de ce qu'ils avaient dans le conflit en Ukraine. Et bien sûr, il y a des forces au sein de l'appareil de politique étrangère américain qui considèrent l'Ukraine et pensent que s'ils gaspillent tout ce qui leur reste dans une guerre de changement de régime en Iran, il ne leur restera rien pour la Chine. C'est donc l'armée américaine, l'Empire américain, qui est surmené. Nous assistons à son déclin et nous voyons la panique que l'opération Promesse Véritable 3 a révélée au grand jour dans l'Empire américain et bien sûr en Israël également. Nous allons donc devoir voir comment tout cela évolue. La situation reste en développement, mais nous savons désormais que l'Iran déploie des armements plus avancés. Nous savons aussi que l'Iran réduit le volume de ses attaques, leur ampleur en une seule fois, mais qu'il utilise davantage d'opérations tactiques, par exemple contre le renseignement israélien. Ils emploient également des méthodes très sophistiquées pour tromper Israël et l'amener à tirer sur des leurres et d'autres types de diversions, ce qui a permis de préserver les stocks de sécurité iraniens ainsi que les installations qui les abritent. Tout cela pour dire que l'Iran continue de se battre. Le gouvernement reste intact. Beaucoup se demandent
si cela peut continuer de la même manière. Et selon moi, l'Iran semble tout à fait prêt pour un conflit de longue durée, non seulement avec Israël, mais potentiellement aussi avec les États-Unis, selon la manière dont ces derniers réagiront. Sous l'administration Trump, nous avons vu que cette imprévisibilité est très dangereuse. Elle pourrait entraîner des escalades comme celle dont nous parlons ici. Mais il faut insister sur ce mais. Même si les dangers sont bien réels, ne nous laissons pas tromper en pensant que la perte de la direction militaire de l'Iran ou les frappes subies contre des civils n'ont pas d'impact. Premièrement, cela envoie un message très clair au peuple iranien. Ils ont des choix à faire, soit se préparer et combattre dans une guerre, soit capituler. C'est un choix extrêmement difficile à faire, et c'est un symbole de l'héroïsme du peuple iranien que de voir, par exemple, le journaliste de l'Iranian Broadcasting Corporation, une chaîne de télévision iranienne, revenir et rapporter cela après une frappe aérienne. Cela montre un niveau de détermination immense. Mais la décapitation du commandement militaire, même si elle ne va pas renverser le régime à ce moment précis, ils ne vont pas renverser le gouvernement iranien maintenant, représente un défi majeur auquel l'Iran est confronté, à savoir qu'ils sont fortement infiltrés. Et pendant qu'ils travaillent là-dessus, et ils s'efforcent d'éliminer toute infiltration du Mossad et des services de renseignement israéliens qui a pu avoir lieu, il semble que cela soit assez important et aura un impact sur la durée et la trajectoire de ce conflit. Mais à l'heure actuelle, l'Iran se défend. Il riposte. Il n'est pas sur le point de tomber ou au bord de l'effondrement. Et maintenant, tout dépend de ce que va faire l'administration chaotique, confuse, paniquée et résolument belliciste de Donald Trump. Alors que nous entrons dans la prochaine phase, non seulement de l'opération Vraie Promesse, mais aussi de cette guerre contre l'Iran qui vise à changer le régime et à attaquer l'Afghanistan, ainsi que tout le monde multipolaire dans le processus. N'oubliez pas, je le dis depuis le tout début, la route de la Libye à la Syrie, et bien sûr toutes les opérations de changement de régime auxquelles les États-Unis et Israël ont participé, le génocide à Gaza, tout ce qui s'est passé dans la région. Tout cela vise, en fin de compte, à la destruction de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Et maintenant, l'Iran, le projet Iran, est pleinement lancé.